Donc, bonjour à tous, merci d'être venus malgré les difficultés pour se déplacer aujourd'hui pour ceux qui utilisent les transports en commun. Donc, je vais vous parler de dynamique des populations et en particulier de problèmes de modéliser les extinctions dans des modèles de population. Et pour commencer, très brièvement, décrire ce que c'est la dynamique des populations. Alors, je vous montre quelques exemples d'écosystèmes très simples. Vous voyez qu'il y a de très grandes variétés possibles. Ça peut aller des arbres qui sont en compétition pour la lumière, par exemple. Donc c'est feutré comme compétition, mais c'est féroce, il faut le savoir. On peut imaginer aussi des compétitions entre des bactéries. Là aussi, la guerre fait rage à cette échelle-là. À des échelles très différentes, il y a par exemple les insectes. Là, on est dans une interaction proie-prédateur. Vous voyez aussi, ça peut être des mammifères qui sont en train de se disputer la même ressource. Là, j'ai mis un petit dessin qui est évidemment humoristique et qui est juste pour montrer que ça pourrait être aussi une chaîne alimentaire plus complexe. Donc ça, c'est des petits exemples. Et donc le but, pour le dire en un seul mot, le but de la dynamique des populations, c'est d'essayer de comprendre comment les effectifs des différentes espèces d'une population évoluent au cours du temps, comment elles fluctuent. Et ce qui m'intéresse particulièrement, c'est de comprendre ce qui peut conduire à l'extinction. Voilà. Et donc, le but des travaux que nous faisons avec nous et d'autres chercheurs dans le monde, c'est d'essayer de comprendre mathématiquement comment modéliser les phénomènes d'extinction. Donc évidemment, là le but c'est vraiment la recherche fondamentale, c'est comprendre comment fonctionne la nature, comment on peut comprendre comment naissent, vivent et meurent les étoiles, par exemple. Et à côté de ces questions vraiment qui cherchent à élucider un peu le fonctionnement des écosystèmes, d'un point de vue fondamental, il y a aussi des applications assez nettes, potentielles, comme ce qui s'appelle la population minimum viable, qui est donc quelque chose de très important en pratique. Et donc, qu'est-ce que c'est la population minimum viable? C'est tout simplement se demander quel est le minimum d'individus qu'il doit y avoir dans une population pour assurer qu'avec une probabilité P donnée, il y ait survie de la population pendant une durée T que vous fixez donnée. Par exemple, les gens sont très optimistes, ils se disent on va prendre une probabilité de survie de 95% sur 100 ans. En particulier, donc, si vous avez une probabilité de survie que vous fixez à 95%, ça veut dire 5% de probabilité d'extinction. Alors ça a l'air facile comme ça, mais évidemment c'est très compliqué puisque déjà il faut comprendre ce qui conduit à l'extinction, ensuite comment calculer la probabilité d'extinction ou de survie, comment prétendre que c'est sur de telles échelles de temps que ça va être garanti. Et donc on voit que c'est un problème très important puisque si vous pensez par exemple aux quotas de pêche, c'est ce qui les gens discutent après pour savoir combien on peut pêcher sans anéantir complètement le stock de poissons. Et donc, en amont, ça pose des problèmes très compliqués et très intéressants de comprendre comment on peut donner un sens à cet indicateur qui est utilisé et calculé d'une manière assez surprenante, si vous vous intéressez à la question. Et donc ça, c'est pour montrer qu'il y a une double motivation. Et je voudrais un peu commenter sur le fait qu'on parle de modèles et on parle de mathématiques. Donc j'aime bien mettre ces deux citations. L'une dit que essentiellement tous les modèles sont faux, mais certains sont utiles. Donc c'est un statisticien célèbre qui disait ça, et ça s'applique parfaitement à ce domaine. Et l'idée, c'est qu'on n'est pas en train de fabriquer une espèce de réplique hyper compliquée pour représenter un écosystème, c'est totalement infaisable, et ça peut sans doute pas beaucoup d'intérêt. L'idée, c'est plutôt de construire des briques, d'essayer de caractériser certains phénomènes étape par étape. Par exemple, si vous pensez aux arbres qui sont en compétition pour la lumière, dans un premier temps, vous vous intéressez qu'à cet aspect, pas à la variation climatique, pas au fait qu'on détruit les forêts, et déjà vous essayez de comprendre à ce niveau-là. Donc ça, c'est vraiment une conception de la modélisation particulière, qui est très courante en mathématiques et en physique, et qui est de plus en plus le cas en biologie. Et enfin, je voudrais citer mon collègue Jean-Marie Souriau, qui a coutume de dire que les chaussures sont un outil pour marcher, les mathématiques un outil pour penser, et on peut marcher sans chaussures, mais on va moins loin. Voilà. Et donc,
les gens qui se sont posés ces questions, d'essayer de modéliser un écosystème, à cause de la tradition qui vient de la physique et des mathématiques classiques, ils se sont rués sur les équations différentielles, ce qui était assez naturel. Alors les équations différentielles, comme certains d'entre vous le savent, c'est une évolution déterministe. On est en train de parler de déterminisme, ce qui veut dire que si vous connaissez exactement la densité de vos populations, vous savez exactement comment elle évolue aux instants d'après. Et un autre mot-clé fondamental dans ce cadre-là, c'est on parle de densité. Parce que ces équations, elles peuvent avoir de sens qu'avec des densités. Et donc une équation différentielle, ça vous donne l'évolution déterministe d'une densité pour chaque espèce au cours du temps. Alors qui dit densité, dit c'est une description continue. Alors n'oubliez pas que si on compte le nombre d'individus, ça déjà c'est un peu étrange. Donc ça implique nécessairement qu'on est en train de considérer des très grandes populations. Alors si je prends un petit exemple, prenez 1 litre d'eau de mer vers la surface, et donc dans 1 litre, il y a environ, ça a été mesuré, 10 milliards de bactéries. Et je ne parle pas des virus. Donc là, vous imaginez que si je prends une petite échelle de temps, s'il y a une bactérie qui meurt pendant une petite échelle de temps ou qui naît, ça va faire varier de façon quasiment continue le nombre. D'accord ? Maintenant, donc ce qu'on est en train de faire de façon implicite là-dedans, c'est on est en train de compter la population avec une grande unité. Donc imaginez par exemple qu'on prenne l'unité du million. Si ce modèle, au moment, quand vous calculez les solutions, vous arrivez à une densité de 10-8, ça veut dire que, si vous multipliez 2, il vous reste 10-2 individus. Je vous laisse imaginer à quoi ressemble un individu divisé par 100, ça ressemble à rien. Donc ça signifie très concrètement que dans ce genre de modèle, quand les densités deviennent très faibles, ça n'a plus aucun sens. Absolument aucun sens. En particulier, si ces modèles s'écroulent pour des très petites populations, où il n'y a même plus d'individus, eh ben, on ne risque pas de pouvoir modifier des phénomènes d'extinction. C'est structurellement impossible. Donc, je vais vous montrer un petit exemple de modèle en écologie, pour illustrer un peu mon propos. Et donc, c'est un modèle très célèbre dans la communauté de l'écologie qui s'appelle le modèle proie-prédateur de Rosenzweig-MacArthur. C'est pas Lotka-Volterra, pour une fois. Et donc, dans ce modèle, on a X représente la densité des proies, Y celle des prédateurs. Et donc là, on va résoudre ces équations, je ne les commenterai pas. Il y a une équation qui dit à quel taux naissent et meurent les proies, à quel taux naissent et meurent les prédateurs. Il y a 2 paramètres que je ne vais pas trop commenter, qui sont liés l'un aux proies, l'autre aux prédateurs. Dans le cas des prédateurs, il s'agit simplement du taux de mort, par exemple, le terme alpha. Et donc, on ne sait pas résoudre cette équation, on peut simuler. Et vous voyez en dessous, il y a x de t, y de t, donc c'est l'évolution des densités au cours du temps. Et la manière moderne de regarder de tels systèmes, c'est de regarder le couple x, y dans un plan, où on représente la densité des proies en fonction de celle des prédateurs. Donc là, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Donc là, ce que je fais, c'est que je lance une population initiale, donc je prends une densité initiale. Et par exemple, là, selon ce qui se passe, vous voyez, là, je pars d'une certaine densité de proies, de prédateurs. Donc on voit comment ça se passe au niveau des signaux temporels, des densités en fonction du temps. Et vous voyez que là, on est irrésistiblement attiré vers un état, on appelle ça un état d'équilibre, où, on le voit très bien là, les populations se stabilisent et elles n'évoluent plus. Et le fait qu'on parte à peu près partout et qu'on y arrive, c'est une forme de stabilité de la coexistence entre les proies et les prédateurs. Donc ça, c'est un premier régime, et on peut faire varier les paramètres et découvrir, par exemple, que... Alors, je n'explique pas les détails ici, mais si je me mets dans ces zones-là, qu'est-ce qui se passe? Alors ça, c'est l'effet démo. Il faut que je regarde un peu mes paramètres, parce que je vais vous montrer 2 effets très différents. Voilà ce qu'on voit. On voit manifestement que ça devient périodique au cours du temps, les densités. Et comment ça se traduit de façon visuelle dans ce qu'on appelle le portrait phase, donc cette représentation, c'est que vous voyez qu'on converge vers une espèce de disque de cercle déformé qu'on appelle un cycle limite. Et il est robuste dans le sens que si vous recommencez avec d'autres densités, vous êtes irrésistiblement attiré. Alors vous voyez tout de suite le problème par rapport à ce que je disais dans le transparent d'avant,
c'est que vous voyez, pour ces paramètres, je frôle très dangereusement l'axe des Y, ce qui signifie que la densité des proies devient ridiculement petite. Et donc ça veut dire que selon l'échelle que j'ai, ça ne veut plus strictement rien dire. Ça ne décrit plus un nombre d'individus entiers. Donc il faut faire autre chose. Et c'est là qu'intervient le deuxième paradigme, qui est le paradigme des modèles stochastiques. Et dans ce modèle, dans ce type de modèle, on tient directement compte du fait que les populations, c'est des nombres entiers. C'est discret. Donc vraiment, on a un passage du continu au discret qu'on veut opérer pour pouvoir décrire justement quand il y a peu d'individus dans une population. Donc la question qu'on se pose, c'est plus comment évolue la densité au cours du temps, c'est quelle est la probabilité qu'au temps t, il y ait un nombre entier donné d'individus d'une espèce. Et ce qu'on appelle un modèle stochastique, donc là je ne donnerai pas d'équation, c'est tout simplement donner des équations d'évolution pour voir comment cette probabilité évolue au cours du temps. Donc là, c'est là que le modélisateur fait des hypothèses et donc propose un modèle stochastique. Et en particulier, qui dit modèle stochastique dit qu'on a changé complètement de vision en se disant que, comme vous le savez tous, à l'échelle, dans le vivant, à toutes les échelles pratiquement, le hasard intervient sous diverses formes. Et on prend en compte directement tout ça dans ces modèles. Donc ça ne veut pas dire qu'ils ne traiteront que des petites populations, mais en particulier, ils sont particulièrement adaptés aux petites populations. Alors je parlerai que de deux facteurs aléatoires qui peuvent mener à l'extinction dans ce genre de situation. Ça, c'est comme ça que les appellent les écologues. Je vais arriver à dire écologue et pas écologiste. Donc il y en a une qui s'appelle, ce facteur s'appelle la stochasticité environnementale. Alors je pense que c'est facile à comprendre. On est en train de parler d'aléas climatiques, de catastrophes, et donc on parle de choses qui ont un impact, je dirais, macroscopique sur une population. Par exemple, les aléas climatiques peuvent conduire à la propagation de maladies, etc. Donc ça, c'est une forme assez claire qui conduit à l'extinction de façon en particulier brutale et rapide. Et il y a un autre effet qui est très important, c'est ce qu'on appelle la stochasticité démographique. Alors que veut dire cette horrible expression ? C'est tout simplement la prise en compte de la variabilité entre les individus d'une espèce. Par exemple, c'est clair que dans une population, tous les individus d'une même espèce n'ont pas la même capacité à s'accaparer des ressources, par exemple, et donc ça va influer sur leur taux de survie. Ils n'ont pas la même capacité à trouver un partenaire pour se reproduire, ça va affecter leur taux de reproduction. Et si vous prenez un individu au hasard dans la population, vous ne savez pas sur lequel vous tombez, et donc peut-être que celui-là il n'est pas très bon, au contraire il est très fort. En attendant, le résultat c'est que c'est aléatoire, et on comprend bien avec ce genre de phénomène, je parle que de la stochasticité démographique, on peut très bien pas avoir de chance, si on a une toute petite population, on va avoir une extinction qui peut être très rapide. Et donc la question qu'on se pose, c'est combien de temps pour l'extinction d'une population ? C'est la question. Et donc je vais vous montrer une simulation où j'ai superposé le modèle qu'on a vu précédemment et sa version stochastique, sa version aléatoire. Et donc là j'ai introduit un nouveau paramètre. Donc vous voyez beaucoup de paramètres, mais ne vous en occupez pas. Il y a un nouveau paramètre K qui est par lequel je renormalise mes populations. Donc là vous voyez, j'ai fabriqué une espèce de densité. Vous pouvez imaginer par exemple que c'est la taille de la population à l'instant 0. Et voilà ce qui se passe. Si on prend, imaginez que ce soit l'échelle à laquelle je mesure ma population, ça suit plus ou moins bien la solution de mon équation différentielle. Et vous voyez, les signaux ressemblent fortement à ce qu'on avait tout à l'heure, sauf que c'est un peu bruité. Et, voilà, non, ça rebondit. Si on a 120, imaginez une population de 120 individus. Pendant un certain temps, on va errer comme ça. Alors comme c'est aléatoire, si je repars de la même chose, ça ne va pas faire le même résultat. C'est très différent des... Et alors, est-ce que je vais voir ? Là, c'est joie du direct. Voilà, vous voyez, là, on a vu l'extinction des prédateurs. Et là, on ne se promène plus que sur l'axe des X, il n'y a plus que des proies, et il n'y a plus que ce signal-là. Et donc, on se dit que si on augmente ce K, si on a une plus grande unité pour compter, on a beaucoup plus de monde, c'est très différent. Vous voyez, si je lance,
ça va suivre, pendant de très longues périodes de temps, ça va suivre les solutions de mon système déterministe. Et à contrario, si je prends une très petite population, voilà ce qui va se passer. Pouf! Là, il y a mort des prédateurs. Il peut y avoir, alors évidemment, il faut expérimenter. Il peut y avoir des tas, je le relance plusieurs fois exprès pour voir ce qui se passe. Ça, c'est l'effet démo. Hein. Je voulais vous montrer que, voilà, là, à la fois les proies et les prédateurs sont morts. Et donc, toutes ces expériences numériques interactives ont été réalisées avec mon collègue informaticien de Nice, Marc Monticelli. Et juste pour très brièvement commenter sur les recherches actuelles que je mène en collaboration avec Pierre Collet, du même laboratoire que moi, et Sylvie Méléard du Centre de mathématiques appliquées de l'École polytechnique, on étudie de façon plus mathématique et beaucoup plus précise ce que je vous ai montré. On arrive à dire un certain nombre de choses sur le comportement de ces systèmes, en particulier le temps moyen d'extinction. On voit qu'il y a deux effets très différents. Si vous parlez de stochasticité démographique, il y a une croissance exponentielle avec K. Ça signifie quoi concrètement? Si vous avez un temps moyen d'extinction de 100 ans, si vous doublez le paramètre K, là, on passe à 10 000 ans. C'est 1000 fois 1000. 100 ans, pardon, donc ça fait 10 000. Et si vous parlez de stochasticité environnementale, c'est seulement une croissance en puissance de K. Donc ça veut dire, si vous doublez K, par exemple, ça fait juste que multiplier par 5, par 10. Mais, donc c'est des échelles très très différentes. Et je voulais terminer sur la mention de quelque chose d'assez surprenant. C'est qu'un des outils qu'on utilise, c'est bien connu en physique quantique. C'est la méthode de BKW pour Brillouin, Kramers, Wenzel. Ce qui est très surprenant, c'est que ça vient pour la résolution approximative de l'équation de Schrödinger. Ici, il n'y a rien de quantique dans ce modèle. Donc on se demande ce que ça va faire. Et nous avons ajouté notre petite sauce mathématique, puisque les physiciens ne se préoccupent pas toujours de rigueur. Et là, on a besoin précisément d'avoir un contrôle très fin de ce qui se passe. Et voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Et juste pour ma dernière phrase sera que j'ai présenté un peu de façon négative les modèles déterministes. Et j'ai dit c'est formidable de faire des modèles stochastiques. Et la vérité est bien plus intéressante. C'est qu'on ne peut pas voir l'un sans l'autre, en fait. Et il faut imaginer que le bon point de vue, c'est que selon la question que vous posez, il y a des régimes où vous pourrez utiliser le modèle déterministe, d'autres pas. Et ils sont vraiment en dialectique permanente. Et donc, ceux qui se réfugient que dans un type de modèle ou dans un autre n'ont sans doute pas la bonne attitude. Et donc, ça permet de faire de la science plus intéressante puisqu'on mélange du déterministe et du stochastique. Voilà, merci.